Imaginez un enfant d'aujourd'hui qui fête ses 7 ans. Un gâteau d'anniversaire, peut-être de nouveaux jouets, et son entrée en CE1. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, atteindre l'âge de 7 ans ouvrait sous vos pieds une terrifiante trappe juridique et sociale. Quelques jours après votre 7e anniversaire, vous franchissiez un seuil que la société médiévale appelait l'âge de raison. Vous n'étiez plus considéré comme un jeune enfant, vous étiez un adulte en miniature. À 7 ans, on pouvait vous mettre au travail dans les champs, du lever au coucher du soleil. On vous considérait capable de commettre un péché mortel. Vous pouviez être traduit en justice. Dans certaines juridictions, un enfant de 7 ans coupable de vol risquait la pendaison. Dans le monde moderne, l'enfance est une bulle protectrice et sacrée qui dure jusqu'à nos 18 ans. Mais dans un passé lointain, l'enfance n'était pas une étape distincte de la vie. C'était simplement une question de taille, une phase transitoire. Être un enfant signifiait essentiellement être un travailleur de petite stature. Pour comprendre à quel point ce passé nous est étranger, commençons par la naissance. Aujourd'hui, nous sommes obsédés par le développement du nourrisson, les moments passés sur le ventre et la liberté de mouvement. Mais historiquement, un nouveau-né était traité plutôt comme un liquide fragile et dangereux qu'il fallait contenir. Partout en Europe et dans de nombreuses autres régions du monde, les bébés étaient étroitement emmaillotés. Et il ne s'agit pas d'un doux emmaillotage moderne. Les nourrissons étaient sanglés si fort dans des bandes de lin qu'ils ressemblaient à une planche de bois. Les médecins de l'époque pensaient que les os d'un bébé étaient mous et que si on le laissait ramper comme un animal, il grandirait déformé. Cet emmaillotage très serré avait une fonction des plus pratiques. Un bébé ainsi maintenu ne pouvait pas ramper vers le feu ni tomber dans le puits. Dans une maisonnée paysanne toujours en effervescence, une mère pouvait prendre son nourrisson emmailloté et littéralement le suspendre à une cheville en bois sur le mur. Il était ainsi à l'abri des cochons et des chiens qui déambulaient sur le sol en terre battue pendant qu'elle retournait baratter le beurre ou filer la laine. Il n'y avait pas de chambre d'enfant à proprement parler. Seule comptait l'exigence immédiate et impérieuse de la survie. Si vous surviviez à la petite enfance, et près de la moitié des enfants n'y parvenaient pas, vous finissiez par apprendre à marcher. À l'instant même où vous faisiez vos premiers pas, on vous libérait de vos langes pour vous donner vos nouveaux vêtements. Ouvrez le placard d'un enfant d'aujourd'hui. Vous y verrez des couleurs vives, des motifs de dinosaures, des tissus doux et des vêtements spécialement conçus pour le jeu. Mais si vous regardez des peintures historiques d'avant la fin du XVIIIe siècle, vous remarquerez quelque chose de profondément étrange. Il n'existait pas de vêtements pour enfants. Une fois propre, le jeune enfant était habillé de répliques miniatures et exactes des vêtements d'adultes. Enfant de paysan, vous portiez une tunique de laine rêche et qui grattait. Enfant de riche, on pouvait vous sangler dans un corset miniature, vous affubler d'une fraise rigide ou même d'une minuscule armure. La société ne voyait pas les enfants comme une catégorie d'êtres humains à part, dotés de sa propre culture. L'habillement n'était pas une question d'âge mais de classe sociale. Vêtir un enfant de 5 ans d'un corset était la façon pour la société de dire « ce n'est pas un enfant, c'est un futur duc qui mesure à peine 1 mètre ». Et si vous n'étiez pas un duc, votre petite taille était rapidement mise à profit. Aujourd'hui, nous dépensons des milliards pour adapter nos maisons afin de protéger les enfants des dangers extérieurs. Mais historiquement, un enfant de 6 ans n'était pas protégé du monde du travail. Il était le monde du travail. Dans les villages du Moyen-Âge et des débuts de l'époque moderne, les concepts d'adolescent ou de collège n'existaient pas. Dès l'instant où vous étiez capable de suivre des consignes, vous deveniez un atout économique. À 4 ou 5 ans, votre tâche officielle pouvait consister à passer 10 heures par jour au milieu d'un champ, à crier et à lancer des pierres sur les oiseaux pour protéger la récolte. Vous étiez un épouvantail humain. Vers 7 ou 8 ans, on vous donnait de vrais outils. Vous désherbiez, alliez chercher de l'eau, filiez la laine ou nourrissiez le bétail. Vos mains étaient petites, ce qui les rendait excellentes pour retirer les insectes des cultures. Ce n'était pas par cruauté de la part des parents. C'était une question de calcul brutal. Avant l'agriculture moderne, une famille devait produire assez de calories pour survivre à l'hiver. Chaque bouche à nourrir devait mériter sa pitance. Un enfant qui ne travaillait pas était un enfant qui risquait de mourir de faim. Mais qu'en est-il du jeu? Les enfants ont sûrement toujours joué. Oui, sans aucun doute. Les archéologues ont retrouvé des toupies, des poupées de bois et des animaux sculptés datant de plusieurs milliers d'années. La nature humaine ne change pas. Les enfants sont instinctivement poussés à jouer. Mais le cadre social qui entourait le jeu était complètement différent. Aujourd'hui, le jeu est considéré comme l'activité principale d'un enfant. Historiquement, le jeu n'était qu'un à côté, un accident de parcours. C'était du temps volé. Il n'y avait pas de terrain de jeu. Il n'y avait pas de moment organisé pour jouer entre amis. Le jeu, c'était ce qui se passait dans le quart d'heure entre le transport du bois de chauffage et le nourrissage des poules. Si vous trouviez un moment de répit, vous pouviez gonfler une vessie de porc récupérée après l'abattage et taper dedans dans la boue comme dans un ballon.
On se débrouillait avec des bâtons, des pierres et les restes que le monde des adultes laissait derrière lui. Le jeu était toléré mais pas respecté. Il était vu comme un symptôme agaçant de la jeunesse et de la bêtise, quelque chose dont il fallait se défaire au plus vite. Ce système, où de jeunes travailleurs œuvraient aux côtés de leurs parents dans les champs et les chaumières, a perduré des siècles. La vie était dure, mais le travail se faisait sous la surveillance de la famille. Puis vint la révolution industrielle, et la réalité historique de l'enfance passa de difficile à effroyable. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, le travail s'est déplacé de la ferme à l'usine. Et les nouveaux propriétaires d'usines ont vite compris quelque chose de sinistre. Les petits corps étaient incroyablement rentables. Les enfants coûtaient peu cher, ils ne se syndiquaient pas, et leurs doigts minuscules étaient parfaits pour se glisser à l'intérieur des machines textiles enrayées. Soudain, on n'avait plus des enfants de 8 ans qui jetaient des pierres aux oiseaux. On avait des enfants de 6 ans qui rampaient sous d'énormes métiers à tisser assourdissants alors que les engrenages tournaient encore pour balayer la poussière de coton. On avait de jeunes garçons assis dans des mines de charbon d'une noirceur totale pendant 14 heures par jour, à ouvrir et fermer des portes de ventilation. Les machines ne se souciaient pas de votre âge. Seul votre rendement comptait. Ce fut le point de rupture. Les horreurs du travail des enfants dans les usines devinrent si visibles, si indéniablement brutales, que la société fut finalement forcée de se regarder en face. Des médecins commencèrent à documenter les retards de croissance et les colonnes vertébrales déformées des enfants ouvriers. Des réformateurs publièrent des entretiens avec des fillettes de 10 ans qui n'avaient jamais vu le soleil, car elles travaillaient sans voir la lumière du jour. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un vaste mouvement social se mit à affirmer que les enfants n'étaient pas des adultes en miniature, que l'enfant était un être fondamentalement différent, innocent, fragile, et qu'il avait besoin d'un sanctuaire. Au milieu du XIXe siècle, des lois furent enfin adoptées dans des pays comme la Grande-Bretagne, interdisant lentement aux enfants de moins de 9 ans de travailler dans les usines textiles et limitant les plus âgés à seulement 9 heures de travail par jour. Cela nous semble barbare aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Les gouvernements commencèrent à rendre l'école obligatoire. Et une fois les enfants sortis des usines et installés dans les salles de classe, le concept moderne de l'enfance explosa. À l'époque victorienne, toute une industrie émergea pour répondre à cette étape de la vie fraîchement inventée. Les éditeurs se mirent à imprimer des livres écrits spécifiquement pour les enfants. Les fabricants de jouets commencèrent à produire en masse des jouets conçus pour eux. Et les créateurs de mode inventèrent enfin des vêtements qui permettaient aux enfants de courir, de sauter et de se salir. La notion même d'adolescent n'apparaîtra qu'au milieu du XXe siècle, née de la culture du lycée et des booms économiques de l'après-guerre. Quand on se penche sur l'histoire de l'enfance, cela nous force à prendre conscience de quelque chose de dérangeant. L'enfance protégée, ludique et innocente que nous considérons comme un droit humain universel est en réalité un luxe moderne. C'est une invention, le fruit des lois sur le travail, des progrès de la médecine et d'un surplus agricole qui nous a enfin permis de ne plus considérer nos enfants comme de simples outils de survie. Pendant des milliers d'années, il n'y avait pas d'enfance. Il y avait une brève et dangereuse antichambre de la vie, un emmaillotage serré, et le tic-tac d'une horloge égrenant le compte à rebours jusqu'à votre 7e anniversaire. Le fait que les enfants d'aujourd'hui puissent simplement être des enfants n'est pas une garantie biologique. C'est l'une des plus grandes conquêtes et des plus durement acquises de l'histoire humaine.